Quand Schoolboy Q a sorti Oxymoron, c'est l'équivalent d'un raz-de-marée qui s'est abattu sur le paysage rap. Nous sommes au milieu des années 2010, en 2014 plus précisément, lorsque Schoolboy Q dévoile au monde entier son premier album en major. Après une co-signature chez Top Dog Entertainment, le rappeur est invité à rejoindre le collectif Black Hippy en 2008, aux côtés de ses collègues et amis J-Rock, Ab-Soul et Kendrick Lamar. Cette fusion va donner naissance à de nombreuses collaborations qui permettent à Schoolboy Q de se faire la main et de forger sa volonté à quitter la vie de gangster pour devenir rappeur. TDE, alors à l'époque encore un label indépendant, compte déjà dans ses sorties majeures Follow Me Home de J-Rock, Overly Dedicated et Section 80 de Kendrick Lamar, ainsi que Setbacks et Habits and Contradiction de Schoolboy Q, un roster qui va piquer la curiosité des gros labels de l'industrie. Top Dog Entertainment décide de s'associer à Interscope et Aftermath pour développer ses moyens de production et sa visibilité sur la scène rap internationale. Le label californien, qui avait déjà le vent en poupe depuis quelques années, s'apprêtait à laisser une trace indélébile dans l'histoire du hip-hop en donnant à ses artistes la possibilité de sortir leur premier album en major. Kendrick Lamar et Schoolboy Q étaient et sont encore aujourd'hui les deux rappeurs les plus populaires du label, même si techniquement Kendrick Lamar n'en fait plus partie. Pourtant leur vision concernant leur carrière était presque diamétralement opposée. Kendrick Lamar savait exactement où il voulait aller et miser à 100% sur le rap, pendant que Schoolboy Q avait un peu du mal à joindre les deux bouts entre son ancienne vie de gangster, la naissance de sa fille, ses addictions, bref, c'était encore un petit peu confus. Après le succès de Section 80, Kendrick Lamar va se concentrer sur la réalisation de son premier album en major et va embarquer certains de ses compères dans son aventure, soutenue notamment par Dr. Dre. Et si Kendrick Lamar était sur le point de marquer son époque, il était surtout sur le point de changer la vie de l'un de ses meilleurs amis. Le 22 octobre 2012, le prodige de Compton sort Good Kid, Mad City, véritable chef-d'œuvre du storytelling et classique incontestable de l'histoire du rap. Si le projet a marqué des millions de fans à travers le monde, il a aussi touché en plein cœur notre protagoniste qui va remettre en considération la vision de sa carrière musicale. Schoolboy Q, qui a participé à la réalisation du projet en apportant sa voix sur le refrain de Mad City ou en rédigeant le titre de l'album sur la pochette, va sentir brûler en lui une flamme de motivation dès sa première écoute de Good Kid, Mad City. Bon, Kendrick Lamar a mis la barre très haute avec ce premier album, mais au lieu de se sentir complètement écrasé par la puissance de son ami, Schoolboy Q va se convaincre de redoubler d'efforts pour sortir un album aussi fracassant que Good Kid, Mad City. Il n'était pas hyper convaincu de la qualité de ses deux premiers albums, donc il voulait vraiment profiter de cette opportunité de début en major pour un peu remettre les compteurs à zéro et donner un nouveau départ à sa carrière. Et ça tombe plutôt bien, puisque l'album qui s'apprêtait à sortir était sur le point de marquer au fer rouge l'histoire du hip-hop contemporain. C'est là qu'arrive Oxymoron, premier album studio de Schoolboy Q sous TDE et Interscope, aujourd'hui considéré comme une référence du rap moderne. Une sorte de festival gangsta rap sombre et parfois festif, donnant naissance à certains des plus gros morceaux de la carrière de l'artiste. Collard Greens, Studio, Man of the Year sont bien plus que de simples morceaux rap, ce sont de véritables hymnes pour les générations ayant grandi avec un MP3 et GTA V. Just sitting in the studio, just trying to get to you, babe. It's better than Kendrick's album. It's better than Kendrick's album. Wow, it's a bold favorite. My opinion doesn't fucking matter. It's not like I'm. But Q's album's crazy. Au-delà de ses odes à la vie de gangster, Schoolboy Q nous livre sur Oxymoron un récit pur, touchant et sincère. De la dangerosité de son mode de vie à ses addictions devenues très difficiles à gérer, notamment maintenant qu'il doit prendre soin de sa fille. Q nous parle de sa jeunesse à South Central, de sa vie au sein des Hoover Crips, de ses premiers succès en tant que rappeur, bref, ce début en major apparaît comme l'autobiographie brute et sanglante de l'un des nouveaux leaders du gangsta rap. Et c'est là qu'un peu de contexte s'impose, Schoolboy Q, ou de son vrai nom Quincy, n'est pas né aux États-Unis, il est né en Allemagne sur une base militaire américaine. Il arrive à Los Angeles quelques années plus tard avec sa mère qui va s'installer à South Central, qui est l'un des quartiers les plus difficiles de la ville, et va passer une majeure partie de sa vie entre Hoover Street et Figueroa Street, pas très loin du Staples Center. Alors Quincy va essayer d'avoir une enfance normale en se mettant au football ou en sortant avec ses potes, mais le manque d'argent et l'environnement de Hoover Street vont très vite le rattraper. South Central est un quartier historiquement connu pour sa violence et pour sa prolifération de gangsters presque sans fin. Et les plus connus d'entre eux font partie des 512C Hoover Gangsta Crips, facilement reconnaissables via leur utilisation des couleurs bleues et oranges, ainsi que des vêtements dérivés de l'équipe de baseball des Houston Astros. Fondé dans les années 60 par ceux que l'on appelait les Hoover Groovers, ce gang du sud de Los Angeles va très vite s'associer aux Crips pour bénéficier d'une plus grande notoriété et d'une protection assurée dans les différents blocs de la ville. Les activités du gang allaient de braquage à la vente de drogue en passant par des règlements de compte avec leurs rivaux, le but étant d'affirmer et maintenir leur règne dans la région de South Central.
Les Five Doucet Hoovers connaîtront leur période de prospérité pendant les années 80 lorsque la cocaïne est venue envahir la ville californienne. Les prix de la poudre blanche étant bien trop élevés pour pouvoir être vendus sur South Central, les dealers vont mettre au point un dérivé beaucoup moins cher mais bien plus dangereux et bien plus addictif qui va faire sombrer Los Angeles dans ses heures les plus sombres. Et c'est comme ça que le crack viendra empoisonner les populations les plus démunies, ce qui profitera aux Hoover Crips qui se serviront de la crise pour étendre leur marché. Le gang va s'allier à des barons de la drogue très influents et fournissent une majeure partie de South Central, faisant des Hoovers un des gangs les plus puissants et les plus craints des rues de Los Angeles. Leur violence est impitoyable, leur règlement de compte se transforme en bain de sang, menaçant le quotidien d'une communauté essayant tant bien que mal de se sortir d'un système américain oppressif. Des mères voient leurs enfants mourir, des frères voient leurs cadets incarcérés, impuissants face à une culture prenant de plus en plus de place dans le sud de la ville et qui embarque chaque jour des enfants de plus en plus jeunes dans un véritable enfer. C'est d'ailleurs à se demander si ce cycle infernal de violence arrivera un jour à son terme. Alors en tant qu'occidentaux, on peut avoir une vision un petit peu fantasmée de tout ça, mais pour les habitants de South Central, c'est juste le quotidien, c'est même une sorte de routine qui s'est mise en place au fil des années. Pour Quincy, qui vivait au cœur de toutes ces activités, c'était presque normal de rejoindre un gang une fois adolescent. Et c'est de son propre chef qu'à l'âge de 12 ans, il va suivre un de ses amis pour aller s'enrôler auprès des Five Doucet Hoover Crips et commencer sa nouvelle vie de gangster. Notre protagoniste entre alors au collège John Muir et va faire ses débuts en tant que dealer de crack et de weed, mais il va très vite se mettre à la vente d'oxy et d'opiacés qui lui permettent de générer bien plus d'argent. En fréquentant un milieu constamment relié à la drogue, il va commencer à consommer et sombrer dans une addiction qui va le hanter pendant une bonne partie de sa vie. Les perks et la ligne deviennent monnaie courante et Quincy devient l'ombre de lui-même, pris au même piège que ceux qu'il avait pour clients. Son objectif de carrière dans le football disparaît, ses notes à l'école ne lui permettant pas d'accéder à une bonne université, mais une faible lueur d'espoir apparaît en 2006 lorsqu'un nouveau centre d'intérêt va commencer à prendre de plus en plus de place dans sa vie. Alors ce qu'on appelle le gangbanging va très vite pousser Quincy à s'intéresser au rap, et avec son vécu, il avait quand même pas mal de choses à raconter. Et c'est là que tout va s'enchaîner, entre TDE, la rencontre avec Black Hippy et notamment Kendrick Lamar, les premiers projets et la préparation de son premier album en major. Et il faut savoir que jusqu'à la sortie de ce premier album, Schoolboy Q avait toujours un pied dans les activités de gang. C'est vraiment Oxymoron qui va marquer le point de rupture, mais vous vous doutez bien que quitter un mode de vie aussi spécial ne se fait pas sans écoper de quelques égratignures. Tout ce qui est raconté sur l'album peut être interprété via son titre et sa pochette. Oxymoron, ça veut dire oxymore, et c'est une figure de style qui consiste à allier deux mots ayant un sens contradictoire. Et l'oxymore de la vie de Schoolboy Q, c'est de faire le mal pour le bien, c'est de vendre de la drogue pour pouvoir nourrir sa fille. Un oxymore que l'on retrouve dans l'intro de l'album, Gangsta, qui s'ouvre sur la voix innocente de Joy, avant que le rappeur ne débarque sur une production frappante et angoissante en nous livrant toutes les impuretés de sa vie de gangster. Ce même oxymore que l'on retrouve sur les deux versions de la pochette de l'album, nous présentant le rappeur sous un visage d'enfant, puis sous son visage d'adulte cagoulé. Quant à la deuxième signification du titre de l'album, Oxymoron, qu'on pourrait traduire par le débile aux oxy, résume son statut de dealer d'opiacés, rongé par ses addictions. On sent déjà chez Schoolboy Q une volonté de se remettre en question et de porter une vraie réflexion sur son mode de vie. Oxymoron devient la nouvelle référence du gangsta rap, jonglant habilement entre accessibilité, légèreté, profondeur et noirceur, lui permettant de recueillir d'excellentes réceptions de la part des médias, des fans et des critiques. Il ne fait aucun doute que Schoolboy Q a atteint l'objectif qu'il s'était fixé lorsque Good Kid, Mad City lui a été présenté. Alors si je me suis autant attardé sur la jeunesse de Schoolboy Q et sur son début en major, c'est parce que comme pour beaucoup d'autres artistes, la carrière de Schoolboy Q est inspirée de moments clés de sa vie. En fait, chaque album c'est une sorte de capsule temporelle. Donc pour pouvoir aborder le projet dont on va parler aujourd'hui, on est un peu obligé de contextualiser tout ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, si jamais vous voulez en apprendre davantage sur Oxymoron, je vous conseille d'aller regarder le super essai vidéo de Davis Alive sur le sujet, je vous mets tout ça en description. Les années vont passer et Schoolboy Q va surfer sur le succès international de son album, avant de retourner en studio pour préparer la suite tant attendue de Oxymoron, qui avait alors secoué la scène hip-hop. Le défi était de taille, la pression était à son comble, mais ça ne va pas empêcher Schoolboy Q de faire un back-to-back. Si Oxymoron nous avait déjà narré la vie tumultueuse du rappeur de Los Angeles, Blankface s'apprête à passer à la vitesse supérieure en nous livrant le récit complexe d'un gangster cherchant à briser les chaînes d'un mode de vie qui le détruit à petit feu.
C'est comme si on était venu placer 2 caméras, une dans les yeux du rappeur, nous forçant à contempler les atrocités de South Central, et une directement dans son cerveau, nous permettant de comprendre les répercussions de ces atrocités sur son comportement et sur sa mentalité. Blankface va vraiment pousser le storytelling encore plus loin en nous proposant une immersion totale dans le quotidien de l'un des membres des 5 Douce Hoover Crips. C'est quelque chose qu'on pouvait partiellement retrouver sur Oxymoron, même si le tout était beaucoup plus influencé par sa consommation de drogue et son statut de nouveau riche qui passe sa vie en club. Là sur Blankface, Schoolboy Q souhaite vraiment nous livrer le récit le plus factuel possible, au plus proche de la réalité. Mais il souhaite surtout qu'on l'accompagne pendant son processus de rédemption à la recherche d'un mode de vie plus sain. Et pour que l'expérience soit la plus prenante possible, on va avoir droit au-delà de l'album à des clips très explicites et surtout à une série de courts-métrages qui vont nous servir de support pour comprendre où est-ce que Schoolboy Q veut nous emmener. Si vous êtes prêts, je vous invite à prendre le volant de votre meilleur lowrider et d'embarquer pour le sud de Los Angeles, puisque nous nous apprêtons à voyager dans le quotidien morbide de Hoover Street, où la discrétion sera votre meilleur ami. Je vous souhaite la bienvenue dans la folie de Blankface LP. Trade the noise for a piece of divine. This that fuck the blogs, the after bell we hanging halls, underage smoking weed and alcohol. Grandma sweep shells out the driveway. One of the homies got slayed, so we bang at the King Parade. I can take you spots where gangsters woke, with real dime moves and looks. Boys in the hood wasn't even close. Where the girls getting show, hit the dope and the pussy soap. Now she get you for your change, Captain Saber, oh man. I ain't been right since out the service. La première chose qui saute aux yeux lorsque l'on découvre Blankface, c'est la brutalité de son intro. La brutalité des sonorités, des flows de Schoolboy Q, mais surtout, la brutalité de son quotidien. Le rappeur met très vite les choses au clair, ce qu'il s'apprête à nous raconter n'est que la triste réalité, un récit sans filtre de ce qu'il se passe à Hoover Street. Torch s'ouvre sur une phrase prononcée par Anderson .Paak qui vient faire contraste avec le ton que prend le morceau. Cette phrase pose l'une des réflexions principales qui va habiter l'esprit de Schoolboy Q tout au long de l'album, et c'est en réalité des paroles issues du title track situé vers la fin de la tracklist. Par quitter le bruit, Schoolboy Q sous-entend quitter la frénésie des rues pour une vie plus calme, mais cela peut aussi être interprété comme une référence à sa popularité depuis l'explosion d'Oxymoron 2 ans plus tôt. Q souhaite en même temps quitter le feu des projecteurs pour pouvoir élever sa fille. On comprend via cette phrase que la rédemption sera au centre des thématiques abordées sur Blankface, mais pour l'instant, tout ce qu'il en ressort, c'est la folie qui ronge le rappeur. Avec la rédemption comme thème principal, on se doute bien que Blankface va avoir une dimension religieuse. Schoolboy Q se compare au diable en référence à toutes les horreurs qu'il a pu faire, ce qui explique les productions très brutales et toutes les références horrifiques qu'on va avoir tout au long de l'album. Mais Schoolboy Q ne part pas du principe qu'il est le diable incarné et qu'il n'y a rien à faire pour le sauver. Il est juste conscient du mal qu'il a pu faire et va essayer de chercher le pardon, car sur Blankface, même le diable a droit à une seconde chance. Arrive alors Lord Have Mercy, un morceau dans lequel Schoolboy Q cherche à se repentir. Il fait d'ailleurs preuve d'une prise de recul sur les événements de son passé. Ce morceau arrive directement après l'intro dans laquelle le rappeur se comparait à une véritable torche humaine, brûlant tout sur son passage. Sur Lord Have Mercy, il développe la réflexion qu'il s'était faite en sortant d'un court séjour en prison, pleinement conscient que les activités de gang et les mauvaises fréquentations auraient pu lui coûter la vie. Cette période de sa vie a laissé des marques indélébiles sur la personne qu'il est devenu, mais il continue de croire qu'il sera un jour possible de les effacer. Alors c'est en se confessant et en faisant preuve de bonne foi que Schoolboy Q espère voir le pardon lui être accordé. Lord have mercy. Donc déjà là on comprend un peu mieux la direction que va prendre Blankface, c'est une sorte de mise à l'épreuve, un grand arc d'aveu, un peu comme un purgatoire, qui permettrait à Schoolboy Q de se débarrasser du diable qui l'habite. Pour ça il va devoir remonter à l'origine de ses problèmes pour pouvoir tout nous raconter sans omettre de détails. Et si on reprend l'histoire du rappeur, le moment où tout a commencé à mal se passer de son côté, c'est lorsqu'il a mis les pieds au collège. On va alors pouvoir se pencher sur ce qui fait l'une des plus grandes qualités de l'album, ses visuels. Les clips qui ont accompagné Blankface sont là pour prolonger l'expérience que nous propose l'album, à savoir nous plonger en immersion totale dans la vie de Schoolboy Q à South Central. Et John Muir remplit ce rôle à la perfection. C'est le son rap californien à son paroxysme porté par une production flirtant avec la G-Funk, un refrain entêtant accompagné de quelques instruments avant. Bref, écoutez ce morceau, c'est comme rouler les fenêtres baissées en plein South Central, et justement à ce sujet.
John Muir est une ode à la vie de gangster. Le morceau porte le nom du collège où s'est rendu Schoolboy Q, puisque c'est là-bas qu'il s'est enrôlé auprès des 5-Doucet Hoover Crips. Il nous raconte sur le morceau son quotidien à traîner dans les rues du quartier et à commettre quelques délits après les cours. Et c'est ce qui va nous être montré dans le clip qui va nous plonger 24 heures dans ce mode de vie. Le concept du clip est simple et pourtant terriblement efficace, nous adoptons le point de vue de la voiture de deux gangsters qui essayent comme ils peuvent de tuer le temps pendant toute une journée. On les voit agresser quelques personnes pour de l'argent, traîner dans les rues de South Central, fumer des joints, dealer, tirer sur des gars en voiture, rejoindre des potes, jouer au basket, et même être témoin de violences policières. Tout nous semble très réel et on est de suite pris dans l'aventure de nos deux protagonistes. John Muir colle parfaitement avec son visuel, on se retrouve à profiter du paysage californien et presque faire abstraction des crimes commis pendant le clip. Mais la réalité va très vite venir nous frapper lorsque nos deux gangsters se font intercepter par un gang rival qui ouvrira le feu et les tuera au pied de la voiture qui nous a accompagnés pendant ces 3 minutes de vidéo. Une nouvelle dissonance entre la tranquillité que nous inspire le morceau et la réalité qui s'en dégage, pouvant représenter la naïveté d'un Schoolboy Q adolescent rejoignant un gang sans se douter de l'impact que cela pourrait avoir sur sa vie. Et ce paradoxe de son un peu chill et dansant sur un album au ton majoritairement grave, on le retrouve sur d'autres morceaux comme Big Body ou Whatever You Want, qui nous font presque oublier qu'on est en train d'écouter un album de gangsta rap. Parce que oui, de manière générale, Blankface peut être vu comme un hommage à la Californie et à l'héritage qu'a reçu Schoolboy Q. Mais ne perdons pas notre ligne directrice, Schoolboy Q est surtout là pour nous raconter son vécu. Et après avoir rejoint les 5-Doucet, l'activité qui va rythmer une grande partie de sa vie, c'est la vente de drogue. Arrive alors Dope Dealer, un gros morceau rap sur lequel on va retrouver E40 en featuring. Comme son nom l'indique, Dope Dealer va nous présenter le quotidien de dealer de Schoolboy Q, et encore une fois, le clip nous immerge complètement dans son univers en nous proposant de suivre non pas le point de vue d'une voiture, mais celui d'une pousse d'herbe, et pas n'importe laquelle. Donc avec ces deux morceaux, on a pu aborder deux aspects majeurs de la vie de Schoolboy Q au sein des Hoovers, donc le deal et le gangbanging, mais tout a été abordé sur un ton relativement léger. C'est limite si ça paraît cool, d'ailleurs c'est sûrement pour exprimer encore une fois le point de vue de Schoolboy Q adolescent qui fantasme un petit peu ce mode de vie. Mais le rappeur va très vite rectifier son tir en nous proposant l'un des morceaux les plus sombres de sa carrière. C'est dans un exercice gangsta rap violent séparé en deux parties que Schoolboy Q va faire de nous de véritables témoins des scènes les plus morbides ayant rythmé sa vie au sein des Hoover Crips. La première partie, Groovy Tony, est une référence à l'un des alter ego de Ghostface Killah, l'un des membres du Wu-Tang Clan, lui-même inspiré de Tony Montana, le célèbre gangster issu du film Scarface. Groovy étant l'un des surnoms donnés aux Hoover Crips, Groovy Tony serait donc la version 5-Doucet de Scarface. Dans toute cette première partie, Schoolboy Q et Jadakiss vont nous livrer une performance intimidante dans laquelle ils nous racontent avec une certaine précision la vie de dealer et de meurtrier. Le tout est accompagné d'un clip utilisant encore une fois la technique du point de vue pour assurer notre immersion. Cette fois-ci, sur Groovy Tony, on suit le point de vue de Schoolboy Q, masqué, qui s'adonne aux pires horreurs. Il déambule dans une casse auto, traîne des corps sur le sol avant que l'on réalise que le lieu compte plus de cadavres que de voitures, et ce Schoolboy Q masqué nous permet de comprendre le sens du titre de l'album. Blankface signifie visage vide ou inexpressif et fait référence à l'attitude que le rappeur a adoptée pendant sa vie de gangster. Même dans les pires des situations, Schoolboy Q garde un visage sans expression, comme si une partie de son humanité lui avait été confisquée. Blankface est aussi une référence à l'attitude des gangsters pendant les interrogatoires de police, mais c'est surtout une volonté de la part du rappeur que nous, auditeurs, gardions une certaine neutralité vis-à-vis de ce qu'il nous raconte et adoptions ce même visage inexpressif. Schoolboy Q nous livre son histoire pour se repentir, pas pour que nous émettions quelconque jugement ayant pour but de le mettre dans une case. L'objectif sur l'album, c'est de se frayer un chemin jusqu'à la lumière, et ça tombe plutôt bien puisque la deuxième partie du morceau va commencer à sérieusement nous en approcher. Eddie Kane, donc la deuxième partie de Groovy Tony, est une référence au film The 5 Heartbeats, dans lequel on retrouve le personnage d'Eddie Kane, un chanteur qui après avoir connu la richesse et le succès,
va sombrer dans la drogue. Le film va nous faire explorer le combat intérieur d'Eddie Kane qui finira par vaincre ses démons, et je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer le parallèle avec Blankface et Schoolboy Q. La voix étouffée qu'on entend sur la fin d'Eddie Kane nous fait comprendre que Schoolboy Q est sur la bonne voie, mais n'est pas arrivé à destination pour autant. Alors jusqu'ici, l'immersion était complètement réussie, mais pour pouvoir pousser l'introspection encore plus loin, Schoolboy Q va nous proposer une série de courts-métrages dans lesquels Blankface devient une sorte de bande originale. On va voir ensemble ce qui est raconté dans ces vidéos et en quoi elles nous permettent de suivre l'évolution de la réflexion du rappeur. Le premier court-métrage concerne le morceau By Any Means et s'ouvre sur les rues de South Central. On retrouve Schoolboy Q accompagné de ses amis Kevin, Traffic et TF qui vont jouer un rôle important dans cette série de vidéos. En traînant dans la rue, ils tombent sur une bande de leur quartier en pleine partie de Street Craps, avant qu'une patrouille de police ne débarque faisant se disperser le groupe dans les rues adjacentes. Schoolboy Q et ses amis se réfugient chez Kevin, ils s'allument un joint, discutent un peu avant que la mère de Kevin ne débarque et commence à leur crier dessus. I keep asking you guys not to fucking do that, then the fucking police is outside. You be tripping. I'm not tripping. Kevin, don't fucking talk back to me. I said shut up. Kevin, shut up. Quincy. Y'all gotta go. Damn. Go right now. I don't give a fuck. That's not my motherfucking problem. Y'all probably brought the motherfuckers over here. We brought them in. We right here. I don't need the motherfuckers running my motherfucking house. Get the fuck out of here. All y'all gotta shake. Get the fuck out. It's all about respect, man. Y'all ain't got no kind of motherfucking respect. Bye, Darrell. I don't even smoke. Bye, Darrell. What you still here for? Drunk as a motherfucker. We don't get him because he's drunk. Just don't come back. Stupid motherfucker. Le groupe se fait mettre à la porte et se retrouve à traîner sur Hoover Street. Ils décident d'entrer dans un pawn shop car Kevin souhaite s'acheter une chaîne en or. Interloqué, le vendeur appelle le propriétaire du magasin qui va recaler le groupe en leur disant qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ce genre de bijoux. Frustrés, Q, Traffic et Kevin quittent le pawn shop, mais TF reste quelques instants de plus et surprend une conversation téléphonique qui va attiser sa curiosité. De retour dans la rue, le groupe commence à faire des tours de quartier en voiture, et c'est là que commence le clip de By Any Means. Ce morceau, c'est le gangbanging à son paroxysme, où Schoolboy Q et son groupe prennent d'assaut les rues de South Central. Alors rien de très spécial à relever concernant ce clip, si ce n'est le filtre noir et blanc qui s'installe au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. D'abord sur le visage du rappeur, puis sur tout l'environnement qui l'entoure. Le noir et blanc étant généralement utilisé pour exprimer le passé, on peut interpréter ce changement de teinte comme une page qui se tourne dans la vie du rappeur, ce court-métrage représentant les activités auxquelles il participait lorsqu'il était encore membre des 5-2C. By Any Means se termine par un plan sur le pawn shop qu'on a vu plus tôt dans la vidéo, le noir et blanc se dissipe comme pour nous indiquer un retour à la réalité quand une voiture vient se garer juste en face de l'entrée. Arrive alors la deuxième vidéo, Tookie Knows 2, qui va reprendre là où By Any Means nous a laissé. Le téléphone sonne à l'intérieur du pawn shop, le propriétaire décroche et l'interlocuteur lui demande quelques renseignements car il souhaite acheter un écran plat. On se rend très vite compte qu'au bout du fil, il s'agit de Kevin qui appelle depuis la voiture garée devant le magasin. Il demande au propriétaire d'aller vérifier les différents paramètres de la télé, quand soudainement, il lui dit Trois hommes cagoulés entrent par l'arrière du magasin et braquent le propriétaire. Et si Kevin est dans la voiture, c'est qu'il s'agit de Q, TF et Traffic. Le vendeur du pawn shop débarque pour aider son patron et se fait tirer dessus par l'un des trois gangsters. Le coffre-fort de la boutique se fait vider et nos trois protagonistes quittent le magasin avec le même visage livide dont Schoolboy Q nous avait parlé sur Groovy Tony. Les heures passent et nous retrouvons nos protagonistes dans un magasin en train de dépenser l'argent qu'ils ont récupéré la veille. Q débarque avec un sac à la main expliquant qu'il a dû aller chercher sa fille à l'école, un élément qui vient implanter un début de réflexion sur la dissonance entre sa vie de père et les activités auxquelles il s'était adonné la soirée dernière. La journée se termine d'ailleurs sur Schoolboy Q sortant d'une zone commerciale, au téléphone avec la mère de sa fille qui lui reproche de vivre une vie trop dangereuse et de se faire de l'argent de la mauvaise façon. Ce à quoi Q répond qu'il ne peut pas se faire de l'argent de la même façon qu'elle, comme s'il était coincé dans ce mode de vie de gangster depuis bien trop longtemps.
En marchant, le rappeur passe devant la maison de Kevin qui est encerclée par des voitures de police. Traffic et TF sont menottés, la mère de Kevin interroge la police sur la raison de leur venue pendant que son fils prend la fuite. Une voiture s'approche de Schoolboy Q qui va se retrouver menotté avant que le rappeur et ses amis soient emmenés au poste de façon à ce que leur mugshot soit réalisé. Et c'est là que se lance le clip de Tookie Knows 2. We might die for this shit, nigga. Might go down for this shit, nigga. Gang, gang, banging that grip shit. Nigga said cuz in the first grade. In the shade where the cops can't see us. 18 trying to dodge the cage. It was cool till that gang sweep. Now I'm in back of a van and my wrist got a band. Got a number for a name. No name on a visit, no call. Get accepted, now I'm forced to a man. Move the racks where you from, put the nigga on his pockets. Watch the seals, they be watching. Counting news for the hustle. Counting spread for the muscle. Couple marks on my knuckles. Ce qui est particulièrement ingénieux avec Tookie Knows, c'est qu'on retrouve TF et Traffic en featuring, qui jusqu'ici étaient pour nous des personnages fictifs issus de la série de courts-métrages que Schoolboy Q avait mis en place pour son album. Finalement, on se rend compte qu'il s'agit de vrais amis du rappeur, et leur présence sur Blankface vient appuyer la volonté d'immersion et la véracité de ce qui nous est raconté tout au long de la tracklist. Cette deuxième vidéo se termine sur Schoolboy Q, escorté dans un fourgon qui semble amener les fugitifs vers la prison la plus proche, le temps qu'une date de procès leur soit accordée. Nous pouvons alors passer à la dernière vidéo de la série. C'est sur Black Thoughts, un des morceaux les plus introspectifs de Schoolboy Q, que la réflexion du rappeur arrivera à son terme. Mais avant de se pencher sur le contenu du clip, on va voir ensemble les informations qui nous sont données dans le titre. La première traduction que l'on pourrait donner à Black Thoughts, c'est pensée noire ou pensée sombre, que l'on peut cumuler dans les moments compliqués de notre vie, mais on peut y voir une double lecture en interprétant pensée noire comme mentalité de la communauté noire, puisqu'on verra que le morceau dénonce le cycle de violence et d'autodestruction auquel est confrontée la communauté afro-américaine dans les quartiers pauvres de Los Angeles. Bon, revenons-en au court-métrage. Après avoir été placé en détention, Schoolboy Q et ses amis obtiennent une date de procès au cours duquel ils seront jugés pour le vol à main armée qui a eu lieu au pawn shop. En effet, le propriétaire du magasin a eu le temps d'identifier le modèle de la voiture de nos protagonistes, voiture qui a été retrouvée quelques blocs plus loin devant la maison de Kevin. Schoolboy Q et ses amis risquent gros et c'est ce que l'enquêteur en charge de l'affaire tente de leur expliquer. Il présente alors au rappeur ses possibilités, avouer et s'en sortir avec 16 mois et demi de prison, ou jouer au dur et risquer 8 ans. Les pensées se bousculent dans le cerveau de Schoolboy Q avant que l'enquêteur ne lui sorte cette phrase. 16, I mean, it's not a bad deal. Yeah. Don't you have a daughter? Black Thought se lance et nous découvrons un environnement à l'opposé de ce qui nous avait été dépeint sur les premiers clips. L'opulence semble être le mot d'ordre, mais on va très vite se rendre compte de la réalité des choses, car le clip de Black Thoughts n'est autre que la mise en image des pensées de Schoolboy Q. My homie facing life, he told me that my pride my biggest enemy, but you keep your eyes in that dark, your mind make razor hard. I wrote these rhymes days apart. Most of us caught before we can't expand our thoughts. Black Thoughts met en scène deux univers très différents qui illustrent chacun le futur de Schoolboy Q en fonction de la décision qu'il prendra concernant les crimes dont il est accusé. Pour faire simple, c'est une réadaptation du dilemme de la pilule bleue et de la pilule rouge. Le premier choix qui s'offre à lui est celui d'avouer l'implication du groupe dans le braquage du pawn shop. Cette alternative lui permettrait de voir sa peine s'alléger, mais à quel prix? Car oui, à quoi bon profiter de la vie alors que ses amis sont enfermés derrière les barreaux? C'est ce qui nous est présenté sur la première partie du clip où on voit Schoolboy Q se balader dans une maison luxueuse, qui vous le remarquerez, reprend la décoration et l'architecture d'une maison de maître d'esclaves. Je vous laisse interpréter ça comme vous le voulez. Pendant que Schoolboy Q semble profiter de cette vie de nouveau riche, on découvre que sa maison est une sorte de prison géante, où les pièces ont été remplacées par des cellules dans lesquelles sont enfermés Traffic et TF. Une magnifique façon d'exprimer le dilemme du rappeur qui se projette dans un futur alternatif où il mènerait la belle vie. Vie qui se ferait au détriment de la liberté de ses amis. Il n'est pas imaginable pour Schoolboy Q de trahir son groupe pour ses intérêts personnels. Et c'est là que le clip de Black Thoughts nous présente le deuxième choix qui s'offre à lui. Si le rappeur décide de ne pas coopérer, c'est de longues années en prison qui l'attendent. De longues années privées de liberté, de longues années loin de sa fille qu'il essaye d'élever. C'est ce que l'on voit sur la fin du clip qui nous laisse penser que Schoolboy Q fantasme toujours sa liberté. On y voit sa fille en train de se préparer pour aller à l'école, le rappeur qui l'accompagne devant chez lui pour que le bus vienne la récupérer, jusqu'à ce que la réalité surgisse, inversant complètement la situation. Car oui, si Schoolboy Q décide de garder le silence, ses rêves d'emmener sa fille à l'école partent en poussière pour laisser place à une inversion des rôles allant à l'encontre du naturel.
Sa fille serait au final celle qui l'accompagne jusqu'à son bus, qui n'aura pas un établissement scolaire comme terminus. The joke's on you, motherfucker. The locust on you, motherfucker. I warned ya. It's karma. Black thoughts and marijuana. It's karma. Black thoughts and marijuana. It's karma. Black thoughts and marijuana. It's karma. Le refrain chanté par Kendrick Lamar conclut parfaitement toute cette histoire, nous proposant une morale triste mais hélas terriblement vraie. Avec ce mode de vie, tout le monde est perdant. Enrôlé pendant sa jeune adolescence chez les 5-12C Hoover Gangsta Crips, Schoolboy Q était loin d'imaginer l'impact que le gangbanging pourrait avoir sur sa vie. C'est donc avec un regard plus mature qu'il décide de revenir sur toute une culture qui, encore aujourd'hui, continue de tuer ou d'incarcérer les jeunes de sa communauté. Si Schoolboy Q a pris le temps de nous décrire son chemin vers la rédemption, c'est pour sensibiliser le monde qui l'entoure et indirectement donner des conseils qu'il aurait aimé entendre plus tôt dans sa vie. Mais il serait utopique d'imaginer que la culture des gangs puisse disparaître du jour au lendemain, tant elle est ancrée dans la société américaine. Elle est la réponse d'une violente oppression systémique qui puise ses racines dans des siècles de racisme, d'inégalité et de ségrégation qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter une poudrière prête à s'enflammer à tout moment. Si la violence des gangs vous choque ou vous interpelle, sachez qu'il existe d'autres formes de violence bien plus radicales qui sont exercées par les hautes sphères de nos sociétés. La différence, c'est qu'elles ne se déroulent pas sous nos yeux. Mais vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. En 2012, Kendrick Lamar nous sortait Good Kid, Mad City, un classique du storytelling nous faisant suivre les aventures d'un bon gamin dans une ville complètement folle. 4 ans plus tard, Schoolboy Q nous propose une narration alternative où le personnage principal n'est plus simplement témoin des atrocités du gangbanging, mais bien acteur impliqué dans toutes ces activités. Blank Face est un album marquant, puissant et étrangement touchant dans sa manière de nous présenter un Schoolboy Q à la fois protagoniste et antagoniste de sa propre histoire. Car malgré les influences externes, il est celui qui a choisi ce mode de vie et qui a fini par se retrouver piégé. Si Blank Face est une version modernisée dans ses sonorités de ce qu'a pu être le gangsta rap, il l'est aussi dans sa mentalité et dans le message qu'il véhicule. Ici, il n'est pas question de glorification ou au contraire de censure, mais bien d'une présentation factuelle, neutre et sans filtre de la réalité, qui est à mes yeux le meilleur ton à adopter pour qu'un message soit entendu et partagé. Malgré les sévères traumatismes accumulés par toutes ces années de vie à toute vitesse, Schoolboy Q ne regrette en rien son passé de gangster, car il fait partie intégrante de son identité. Sans cette partie de sa vie, il ne se serait sûrement jamais intéressé au rap, il n'aurait sûrement jamais signé chez TDE, il n'aurait sûrement jamais rencontré Kendrick Lamar, qui a tout fait pour lui prouver que le rap pourrait être son échappatoire à la folie de Hoover Street. That gave me so much confidence. That made me a rapper. This shit make me want to cry right now. Dot saved my life. Top had an intervention. He wanted to get rid of me. Dot saved me. Dot made me his hype man. He would tell me to come to the studio all the time. We in the studio, we in the studio, we in the studio, we in the studio. You got your verse ready? You got your verse ready? That's his whole thing. You got your verse ready? And I'm like, yeah, I got my verse ready. And I'm cracking on my way to that motherfucker. Just even with Dre. Dre was initially interested in Kendrick. Every time you went to Dre shit, I'm going to Dre shit, pull up, pull up. I was like his little sidekick. Next thing you know, Dre hearing my shit. He like, oh shit, you crazy. You know what I mean? And then I get my deal because of Dre, really. I get signed to Interscope because Dre was fucking with me. What I'm saying is like, he just kept pulling me, kept pulling me, kept pulling me. He pulled me so long, so he couldn't pull no more, and he let go, and that was it. I made Hands on the Wheel like 2 months later. I was on the radio. That's crazy, yeah. That's crazy. So, you get what I'm saying? Like literally 2 months later. Schoolboy Q a désormais les cartes en main pour devenir la meilleure version de lui-même et offrir le meilleur futur possible à sa fille. Si Oxymoron vacillait entre célébration et remise en question, Blank Face LP a permis de montrer aux rappeurs qu'un futur radieux l'attendait, loin des rues, de la pauvreté et de l'insécurité. Il peut désormais faire tomber le masque brouillant les expressions de son visage pour laisser réapparaître un sourire et adopter le plus universel des langages.
Après la sortie de Blankface LP, Schoolboy Q va entamer un long combat dans le but de se débarrasser pour de bon de ses addictions qui le freinent lourdement dans la réalisation de son prochain album. Jusqu'au 7 septembre 2018 où le rappeur va recevoir un électrochoc lorsqu'il apprend la mort de Mac Miller, l'un de ses meilleurs amis, des suites d'une overdose. Now you pushed Crash Talk back last year because of the passing of the good brother Mac Miller, and you've not spoken on it publicly at all. Did you push it back because you were grieving? Yeah, I mean, the album was supposed to be out in November, if I'm not mistaken. Yeah, that Mac shit, bruh. To this day, I don't understand how I can't call my nigga no more, like. Innocent soul, like, losing a friend to gangbanging is way different from losing a friend that's, like, an innocent little kid that's just super pure, like. Damn, yeah. Did you give you a chance? Did you give yourself a chance to grieve? Man, I don't even know if I want to put that in the thing now, man. That's up to you. I get it. I don't want to look like I'm like exploiting the situation. Man, you ain't exploiting nothing. I'm like crying and shit. Let me tell you what I respect about you. You haven't even spoken about the situation, not even on social media. I saw when you flipped out on everybody because you was like, man, I grieve in real life. Entre-temps, il réussit à finaliser le successeur de Blankface LP, Crash Talk, qui sortira en avril 2019 et qui laissera les fans relativement perplexes. L'album semble avoir été rushé et entre dans une dynamique surprenante de la part du rappeur californien, puisque le projet est presque uniquement porté sur la performance avec des sonorités très mainstream et une forte présence de featuring all-star de la scène rap. C'est comme si Crash Talk voulait se calquer sur le fonctionnement de l'industrie actuelle, ce qui a fini par donner naissance à l'album le moins cohérent et le moins personnel de Schoolboy Q. Crash Talk is my least introspective album. It performed so well though, but it still left me empty because I was trying something that it was me, but I was in a space of transitioning to where I was at. I was super drug free, I was super daddy, but I didn't know how to get rid of the gangster image, and I didn't know how to. Which is crashing. I don't know. And that's why I named it Crash Talk. Yeah. Suite à ça, Schoolboy Q va prendre une vraie pause et disparaître pendant près de 5 ans. Il va se consacrer à ses nouveaux hobbies, dont le golf fait partie, mais aussi à l'éducation de sa fille et l'amélioration de son mode de vie, pour revenir en 2024 avec Blue Lips, l'un des projets les plus solides de sa carrière. Un album personnel et innovant qui vient donner la réponse à la question que Crash Talk semblait se poser. Désormais loin de ses activités de gang, il continue tout de même d'embrasser cette partie de son passé, tout en parlant de sa nouvelle vie et des nouvelles problématiques qui rythment son quotidien. Blue Lips semble être la preuve qu'il est possible de réajuster les codes du gangsta rap pour les faire évoluer en fonction de son vécu. Une transition qui paraît presque naturelle tant elle résulte d'une intention sincère et tant elle est maîtrisée du début à la fin. Dans un tweet posté peu de temps après la sortie de son dernier album, Schoolboy Q nous a partagé un classement personnel de sa discographie, et les 2 premières places forment un duo intéressant. En deuxième position, nous avons Blankface LP, un classique que l'artiste considère comme l'un des albums de gangsta rap les plus créatifs de tous les temps, et en haut du classement se trouve Blue Lips, son album le plus personnel, possiblement le plus innovant, et sans aucun doute le plus en phase avec la personne qu'il est devenu. Un gangster affranchi qui restera gangster pour le reste de sa vie. Vous remarquerez d'ailleurs que les couleurs prédominantes de ses 2 albums favoris sont les couleurs du gang dont il a longtemps fait partie et qui a rythmé le quotidien de son quartier. Mais ça, c'est une toute autre histoire qu'il me tarde de vous raconter. Might go down for this shit, Nick. Gang banging that grip shit. We might die for this shit, Nick.